Nous sommes en 2115. Chaque année, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste, le médecin, le coiffeur, et j'ai aussi mon rendez-vous pour évaluer ma qualité de vie. Je passe donc chez une spécialiste qui évalue la qualité de ma vie selon différents critères. Et autant vous dire que cette année, les résultats n'étaient pas fameux. Alors, j'ai directement eu le droit à un programme de remise en forme en 3 étapes. Premièrement, j'ai dû valoriser mes relations sociales, passer du temps avec mes amis. Ensuite, j'ai dû faire du sport, et notamment du yoga, pour me détendre. Et pour finir, j'ai dû aussi apprécier la nature régulièrement, et ça pendant vraiment longtemps. Enfin bref, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai fait tout ça, mais je suis beaucoup plus sereine face à mon examen de qualité de vie. Mais alors, comment est-ce que c'est possible de mesurer aussi facilement ma qualité de vie? Bienvenue dans La tête dans les données. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. Katarzyna Wach est informaticienne et professeure ordinaire à l'Université de Genève, où elle dirige le laboratoire Quality of Life Technologies. Ses recherches se situent à l'interface entre informatique, santé et sciences du comportement. Plus particulièrement, elle s'intéresse à la manière dont certaines technologies, telles que les montres connectées, peuvent être utilisées pour mesurer, comprendre et améliorer la qualité de vie des individus au quotidien. Ces travaux s'appuient sur de nombreuses collaborations avec des partenaires industriels et cliniques pour transformer ces avancées technologiques en solutions concrètes pour les patients et les professionnels de la santé. Alors quand une informaticienne s'attaque à des défis cliniques aussi complexes, ça fait des étincelles. Bonne écoute. Katarzyna, bienvenue. Donc nous, on commence toujours notre podcast avec une fake news et ce sera à toi de la débunker ou non. Du coup, cette fake news, c'est le bonheur, c'est inquantifiable. Vrai ou faux? Ça dépend. Les, euh, la réponse plus stricte d'un point de vue scientifique, c'est un peu, bien sûr, on peut définir les bonheurs, mais on ne peut pas la quantifier, c'est trop subjectif. Mais on peut voir les corps parlent, on peut voir les signes de bonheur dans la respiration, l'activité cardiaque, la posture, la souris, la radiance, on peut dire l'énergie dans le corps, et on peut quantifier la réponse à bonheur à ce corps. Moi, je m'occupe de mesurer le corps dans la vie quotidienne. Parce que justement, ton domaine de recherche, c'est en fait de quantifier plutôt la qualité de vie, mais du coup, par extension aussi, le bonheur. En fait, ça consiste en quoi, alors vraiment de quantifier la qualité de vie? Dans qualité de vie, il y a 4 composants qui sont importants. Santé physique, santé psychologique, aspect social et environnement. Il y a 4 composants qui contribuent à la qualité de vie en continu chaque jour. Et chaque composant, il y a l'autre valeur ajoutée à la qualité de vie. Et nous, comment on quantifie qualité de vie maintenant? C'est auto-évaluation. Il y a pas mal de données qui viennent des individus, les patients dans le domaine médical, les membres de famille et les autres personnes autour des individus qui par exemple, malades. Et aussi, la qualité de vie, ça peut être évalué par les clinicien. Mais moi, je m'occupe de qualité de vie qui est subjective, qui est auto-évaluée par individu. Les mesures auto-évaluation, il y a pas mal de limitations sur le point de vue des billets de mémoire, évaluation qui est acceptable par la société, évaluation qui est pas subjective, évaluation qui manque de contexte aussi. Il manque vraiment de vues complexes sur qu'est-ce qui se passait entre la dernière réponse et cette réponse maintenant. Pour la nourriture, par exemple, pour le stress aussi, c'est difficile de quantifier le stress, mais on arrive avec notre recherche.
Et support social, par exemple. On n'arrive pas à vraiment quantifier la qualité de support social, les quantités. Mais du coup, toi, dans tes recherches, tu analyses plein de facteurs comme l'activité physique, le sommeil que tu as mentionné, les déplacements, le stress. Comment tu vas faire pour prendre ces données sans forcément passer par de l'auto-évaluation? Oui. Merci beaucoup pour cette question parce que l'auto-évaluation, il est toujours notre valeur référence dans le domaine médical. Et nous, on essaie de quantifier grâce à une quantification de corps, un comportement quotidien, de quantifier de cette valeur. Alors, premièrement, il faut que je dise encore que qualité de vie, selon OMS, World Organization, elle est définie comme santé physique, psychologique, sociale, environnement. J'ai déjà dit ça. Il y a 24 variables qui contribuent à une qualité de vie. Il y a sommeil, activité physique, énergie, les émotions, support social, j'ai déjà mentionné, et aussi accès à la nature, accès à les soins, à l'accès à la loisir, l'accès à la transport, tout contribue à qualité d'air, c'est tout contribuer à la qualité de vie. Il y a certaines choses qu'on peut quantifier grâce à dispositifs connectés, parce que c'est le corps qui parle. Ce sont les dispositifs que j'ai amenés ici. J'ai oublié mon nom. Ce sont les bacs, les montres connectées. J'ai aussi les bacs, mais j'ai oublié. Il est en train de charger. Ça, c'est les dispositifs qui mesurent la pression artérielle en continu. Et après, c'est vrai, c'est le corps qui parle, et on peut aussi quantifier. Dans mon labo, on ne quantifie pas l'image du visage, par exemple. On ne quantifie pas les voix. Les voix, elles apportent aussi l'aspect émotionnel. On peut quantifier toutes les valeurs du corps en continu, le corps qui parle, comme je dis, en continu. Mais il y a certaines choses il faut toujours ajouter la auto-évaluation. Pour l'aspect émotionnel, pour l'aspect super intime, tant que santé sexuelle, par exemple, que je recherche maintenant dernièrement, on ne peut pas avoir juste les valeurs du corps qui parlent, juste le flux de données qui vient du corps qui parle, mais il faut ajouter la partie de l'auto-évaluation. J'aime bien aussi ajouter, je suis désolée, j'aime bien ajouter avant les dispositifs connectés. En 2009, en 2010, on a utilisé les téléphones. Il n'y avait pas encore les dispositifs connectés comme Fitbit, Apple Watch, tout ça. On a utilisé les premiers smartphones pour mesurer les comportements quotidiens. Comment on a fait ça? Les téléphones, toujours, mesurent, il sait, oui, c'est ça. Il sait qu'on la touche. On a certaines applications qu'on utilise. Le téléphone et l'accéléromètre, il peut mesurer les pas et l'activité physique au quotidien. La dernière chose le soir qu'on touche, c'est le téléphone. La première chose qu'on touche, c'est le téléphone. On peut avoir, en gros, les valeurs les durées de sommeil. Ça, on a fait cette recherche aussi. Selon comment on touche le téléphone, quelle application on utilise et comment on enchaîne les applications l'une après les autres dans le sens d'interaction avec les téléphones, nous, on a quantifié des niveaux de stress selon les individus. Il y avait pas mal de modélisation. Il y avait modélisation super pointue, personnalisée. Et ce sont les recherches qu'on a menées. On essaye d'avoir le plus de valeurs de données quantitatives et passives qui sont récoltées par les dispositifs connectés, le téléphone et les autres capteurs autour du corps. Et si nécessaire, on ajoute la valeur auto-évaluée, mais après, on ne va pas demander cette valeur auto-évaluation, chaque semaine, chaque jour. On va laisser la personne et les données ils vont être récoltées en continu et modélisées sur point de vue d'activité physique, sommeil, stress, support social. Tout ça, merci. Et alors, du coup, la question que tout le monde se pose, du coup, vous avez récolté toutes ces données de manière passive, enfin, ces biomarqueurs, justement, digitaux.
Et qu'est-ce que vous avez réussi à prédire justement avec tous ces marqueurs-là? Oui, jusqu'à maintenant, il existe, jusqu'à maintenant avec toutes les recherches de mon labo, sur 24 variables que je mentionnais qui contribuent aux qualités de vie, nous on modélise 16. Mais je peux dire que l'activité physique, le sommeil, la mobilité en général, les stress pointus, dans le moment dans lequel quelqu'un est super stressé, on peut quantifier ça grâce à l'évaluation des rythmes cardiaques, la respiration, les autres, mais aussi interaction avec le téléphone. Et support social et aussi utilisation de transport public. On a eu le projet avec TPG. Et on peut quantifier certaines choses, mais moi, mon but et mon vision, c'est qu'un jour, on va avoir les modèles complexes, multidimensionnels, et aussi qu'on va avoir du temps tant que variable, et aussi on va avoir plus de modèles pas juste corrélationnels, parce qu'il y a la corrélation entre manque de sommeil et stress, et la corrélation entre manque de sommeil et manque d'activité physique parce qu'on est fatigué. Il y a corrélation. Ça, on a pas mal de modèles qui sont... il y a pas mal de modèles qui s'appuient sur la corrélation entre variables. On a besoin de plus de modèles sur causalité entre variables et qui sont vraiment valides et qui peuvent influencer de feedback et les données qui en revoient l'utilisateur pour donner les feedbacks, qu'est-ce qu'on peut changer en futur pour améliorer la santé et qualité de vie. On comprend qu'il y a besoin de beaucoup de données, et dont des données qui sont quand même sensibles, qui peuvent être intimes, du stress, du sommeil, etc. Est-ce qu'il y a des dangers en fait dans l'utilisation de ces méthodes par rapport par exemple à la fuite de données? Bien sûr, il y a les dangers. Et c'est pourquoi, pour chaque projet qu'on a, on commence par la protocole, approbation de protocole par la commission éthique, mais pas juste ça. Il y a protocole strict dans le labo, comment on gère les données, c'est qui a accès, c'est qui récolte, c'est qui a accès, comment on gère, comment faire notre apprentissage approntissage comment on gère notre logiciel, comment on gère l'analyse, comment on distribue les résultats à les autres collègues dans notre publication, comment on partage les données, parce qu'il y a certains moments comme on partage certaines données anonymes, pseudo-anonymes avec notre collègue de recherche, avec certaines évaluations. Il y a aussi un risque sur l'interprétation des données. Le risque lié à les données, avoir toutes les données et avoir vraiment cette donnée et les analyser, c'est avoir les découvertes fortuites qui peut m'amener presque à la diagnose la valeur diagnostique de quelqu'un, de valeur de rythme cardiaque qui est enlevé, ou tension artérielle, ou dépression, ou anxiété. On a eu cette cas dans notre recherche. Et pour tout ça, on collabore avec les cliniciens. Dans chaque projet, il y a un clinicien avec qui premièrement, on établit un protocole, mais après, on analysons des données. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est bizarre, on continue à discuter avec notre clinicien. Et ça, c'est important, c'est un point de vue de responsabilité à nous, à les autres. Pas juste laisser aller les données et laisser les fruits, mais aussi comment on traite les données et comment on analyse et comment on voit les valeurs, pas juste valeurs scientifiques du point de vue de l'apprentissage automatique, machine learning, c'est ça, fiabilité, sensibilité, c'est ça, on écrit un papier, c'est ça. Non, aussi, il a vraiment la responsabilité en face à ces bénévoles qui sont là dans cette étude pour respecter toutes les données qui sont récoltées et aussi donner les valeurs maximum. Mais aussi dans un monde où on a de plus en plus d'appareils, tu parlais justement des Apple Watch, ou bien les smartphones, on a beaucoup de données qui sont récoltées automatiquement pour des entreprises. On a même justement ces entreprises qui récoltent de l'ADN. Est-ce que de ce point de vue, est-ce qu'il y a certains risques aussi à donner son nombre de pas à l'Apple Watch, ou bien donner son cycle
cardiaque à l'Apple Watch. Il y a toujours, je suis désolée, mais il y a toujours un risque. Avec chaque dispositif connecté, il y a toujours un risque. Ici, ça dépend de la société, s'ils protègent assez bon de données, s'ils partagent. Aussi, j'aime bien dire qu'on se rend compte chacune que cette société, notre WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ils ont accès à les données de notre téléphone et ils utilisent et analysent notre personnalité, utilisent notre comportement pour nous vendre plus de choses. C'est dommage, mais pour le moment, toutes les données aussi sont avec cette société d'un point de vue économique. Et nous, en minimum, on essaye d'avoir les valeurs de cette donnée pour nous rendre plus sains et moins malades en futur. Et toutes les données que je vous dis qu'on récolte sont standardisées, ils sont décrits dans consentement que l'individu signe avant les commencements avec nous de ce protocole. Mais c'est dommage parce que c'est dommage d'un point de vue que ces données maintenant ils sont tellement utilisées du point de vue économique que au lieu de nous laisser Ouais, nous du coup, aider. on se méfie. Enfin, en tout cas, le réflexe à avoir, c'est de bien lire les consentements, Aussi. de bien être au courant à Aussi. qui on donne ces données et Parce comment. que aussi, les données sont vendues entre les sociétés et nous, on ne sait pas. Vraiment, on ne lit pas notre de consentement pour utilisation de certains services. Et après, on peut se trouver que, oui, les données sont protégées. Alors, tant qu'on est sur les données sensibles, toi, tu t'es aussi intéressée à la question de la sexualité et de la qualité de vie. Comment est-ce que tu es venue avec cette idée de recherche? Alors, santé sexuelle, c'est d'une des 24 variables qui contribuent à la qualité de vie. J'ai vu ça déjà en démission en 2010 quand je me suis dit, OK, dans notre labo, on va établir les modèles computationnels pour toutes les variables. Super. Mais comment je vais aborder les santé sexuelle avec l'individu? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis une informaticienne. À la base, je suis un informaticien. Je n'ai pas de certificat médical. Je suis qui? Je suis qui? Et en 2020, juste avant Covid, il y avait email dans mon boîte pour il y a ouverture de formation continue pour sexologie clinique. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? C'est la formation continue, c'est vendredi, samedi. Ça va, je passe 12 ans, encore comme, on peut dire, étudiante, mais j'apprends les domaines. Je ne veux pas être... je veux pas être clinicien. Cette formation continue, c'est la base pour juste discuter la santé sexuelle avec l'individu. Mais je continue avec mon recherche. Je suis informaticien, mais je vais avoir les certificats en sexologie clinique. Et quels sont les utiles? Quelles sont les manières dans lesquelles on aborde la santé sexuelle avec l'individu? Quelles sont les mesures? Parce qu'il y a 35 questionnaires différents pour un prix. Il y a certains qui ont 100 questions. On peut passer tellement de temps pour répondre à les questions sur santé sexuelle, plus qu'on fait l'amour. Parfois, je rigolais. Parce que, imaginons, on va continuer à remplir les questionnaires, ça prend du temps. Et j'ai appris que, bien sûr, ce domaine, c'est sensible, mais j'ai appris aussi, parlant avec les patients, comme j'étais à Stanford, il y a des patients qui ont, avec maladie chronique, qui ont parfois discuté avec l'chirurgien les santé sexuelle parce que ça est gêné, que ça ne marche pas. C'est dommage, ils sont vraiment tellement malades. Mais le moment qu'il avait il avait le meilleur l'état de santé, il y avait amélioration, la santé sexuelle revient. Et ça, c'est les signes. C'est pas juste comme le chirurgien il m'a dit, il était un peu
il a souri un peu, il a dit parfois, après l'urologie, après intervention, j'appelle mes patients et je demande si on passait à la toilette. Vraiment, ce point de vue de santé, de fonctionnement du corps, si le corps il est mieux. Et ils ont dit non, ça va, j'ai un sexe, j'ai un orgasme, c'est bien. Les autres choses, ça va arranger. Et c'est lui qui aussi m'a dit, c'est un peu bizarre parce que moi, je m'occupe de parties de corps plus, comment je peux dire, plus biologiques, chimiques, comment je peux dire, les parties les organiques. Plus organiques, merci. Organiques sur nourriture, aller aux toilettes, vraiment la transit, tout ça. Je demande les choses, la respiration, le sommeil, un peu d'activité physique. Et eux, ils me parlent d'orgasme. Mais ils sont tellement contents de cette urologie, comme c'est passé. Maintenant, la vie est belle. Et je me suis dit, il a quelque chose. Et je savais qu'il a d'une des 24 variables, c'est santé sexuelle. Je me suis dit, mais comment je vais aborder? Et j'ai commencé à aborder. Pendant cette petite étude, pendant 12 ans, il y avait pas mal de théories, pas mal d'experts. Vraiment, j'ai appris beaucoup sur, commençons par anatomie, après aspect biologique, physique, chimique, légal, économique, les diagnostics que je me dis, je ne vais jamais toucher les patients. Mais en minimum, j'ai assez bien compris et à la fin, j'ai postulé pour avoir la thèse finale. Il y a la thèse et pas la thèse, on peut dire, c'est pas le doctorat, c'est mémoire à la fin. C'est la mémoire pendant 6 mois qui a pris presque plus qu'une année, je crois, parce qu'il y avait Covid. Et aussi, la commission éthique, il n'était pas super content parce que moi, j'ai dit, les gens, ils vont porter les dispositifs connectés pendant les actes sexuels, ils vont faire les notes, auto-évaluation, c'est super important. Je vais récolter les données avec les participants sur activité physique, mais aussi activité sexuelle, et sur sommeil, sur stress, la vie des couples et tout ça, et comment la technologie il est vu et utilisé pour améliorer la santé sexuelle ou pas. Parce que aussi, j'ai eu le résultat dans lequel les gens ils disent qu'ils laissent aller le téléphone et le dispositif à côté dans le moment intime. Et ça, c'est aussi le résultat. Et pour cette mémoire, à la fin de mon éducation de 12 ans, j'ai écrit une mémoire. Et après, maintenant, je publie un peu des articles et je recherche l'argent pour la recherche, pour continuer des recherches avec participants sans, mais aussi peut-être avec certaines populations malades, parce que c'est joli voir les résultats des interventions, s'ils sont devenus plus sains, ces maladies qui disparaissent, c'est la santé sexuelle qui vient dedans. C'est vraiment, c'est intéressant. Je parlais avec pas mal de patients pour vous dire que c'est pas quelque chose que les gens partagent facilement. Il peut dire je suis mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai duré, mais la santé sexuelle c'est un signal, c'est les données qui viennent du corps, la désir, la relation, les données, les moments intimes qui ont construit, c'est intéressant. De ce que tu as observé, c'est plutôt, en fait, la santé sexuelle, c'est comme un marqueur de bonne santé. Oui. Mais donc, c'est pas forcément, tu le vois pas forcément comme tu l'utilises pas comme une des causes qui va contribuer à une meilleure qualité de vie. C'est une cause qui contribue à une meilleure qualité de vie parce que le moment qu'on sont malades, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à bouger, ils sont vraiment déprimés, anxieux. Il n'y a pas vraiment de désir, les santé sexuelle. Ce domaine, il n'existe pas presque. Il n'y a pas vraiment désir, satisfaction et les contacts sexuels, c'est la dernière. Mais le moment quand ça revient, ça influence les autres domaines de la vie.
l'activité physique, l'énergie, les humeurs, l'anxiété, la dépression diminue. Ça contribue à la qualité de vie. On peut dire c'est d'un des facteurs qui est déterminant. Oui, c'est d'un des facteurs définis par OMS qui contribue à la qualité de vie aussi. Et c'est quelque chose qui est bien sûr intime. Les gens ne parlent pas, mais c'est comme si on n'a pas faim, si on a la douleur, la fatigue, si on a désir, on a désiré. On peut dire que c'est les signaux qu'on peut chercher, mais on ne peut pas mesurer pas encore automatiquement, malheureusement. Et donc là, les projets que tu es en train de développer, si tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce que tu vas chercher exactement? Alors, premièrement, dans ce projet sur santé sexuelle, ça m'intéresse les cycles de désir. Il existe les modèles théoriques sur santé sexuelle chez les femmes, ça commence par la désir, on cherche la satisfaction et on peut être satisfait par acheter les vêtements, par exemple. Il y a certains, oui, si on ne trouve pas les manière dans laquelle on peut gérer notre désir pour la vie, désir en général dans la vie, on peut trouver les autres moyens. Il y a certaines personnes qui mangent, il y a certaines personnes qui vont boire alcool au lieu d'avoir cette connexion intime. Mais si on trouve la connexion intime et si on peut avoir orgasme ou pas, c'est aussi, on peut être satisfait sans orgasme. Et on revient à un niveau de stable et après, le désir qui s'accumule, accumule. Et il y a ce cycle. Dans mes études, j'ai eu cette participant, j'ai demandé, c'était une question et c'était intéressant. Ce cycle de désir, combien de fois par semaine ou par mois vous avez vraiment besoin de quelqu'un, pas juste. Okay. il faut être super correct. Parfois, c'est pas besoin de quelqu'un, c'est juste le désir qui montre. Oui, le désir, le cycle de désir, satisfaction. Et comment vous gérez? Est-ce que vous pouvez évaluer cette durée de ce cycle? Pour les hommes, c'est 2-3 jours. Mais je n'ai pas un grand échantillon dans mon recherche. Mais pour les hommes, c'était plutôt... Il y a une qui m'a dit c'est 24 heures. Moi, je dis OK, peut-être. C'est peut-être sa réponse socially acceptable. La réponse dans laquelle il aime que moi, je suis super excitée tant que chercheuse d'attendre ça. Mais pour les femmes, c'était une semaine. Il y a autre, c'était 2 semaines. C'est le cycle des désirs dans le corps ça vient automatiquement et on gère notre désir, satisfaction et on cherche nous satisfaire. Et c'est joli parce que c'est aussi lié à notre autre cycle de vie, de sommeil, activité physique, stress, nourriture. C'est tout lié. Moi, j'aime bien découvrir cette connexion automatique, modéliser cette connexion automatique qui peut être difficile parce qu'il y a les autres composants qui influencent ce désir pour la vie et cette émotion sur les autres personnes. S'il pleut, s'il fait mauvais temps, s'il y a, je ne sais pas, match, s'il y a événement politique. Maintenant, on est vraiment tellement influencé. Mais est-ce que le corps, est-ce que je peux modéliser le corps, les cycles de cette... plutôt biologique, physiologique du corps. Est-ce que je peux modéliser ça? Ça m'intéresse. Et aussi en connexion avec les autres cycles, comme je dis. Aussi, j'imagine surtout chez les femmes, c'est tellement intimement lié au cycle menstruel. Et avec aussi. Le cycle menstruel, c'est vrai que là, les humeurs, la fatigue, oui, je ne vais pas mentionner, mais oui, c'est vraiment tellement lié. Et pour le moment, on n'a pas cette évaluation et on n'a pas cette modélisation, mais juste pour que ça comprenne, pour être, pas pour juger, pas pour fixer, pas pour diagnostiquer. C'est vraiment juste, on a besoin de cette donnée. Parce que maintenant, moi-même, je suis en périménopause et je ne comprends pas comment ça change.
C'est le corps qui change. Et je lis des documents, je lis blogs en ligne, toutes les choses, et on est tous perdus. On n'a pas assez de données pour ménopause, pour comprendre cette partie. Comment on arrive à périménopause avant, quel type de changements sont là, pourquoi, et comment on peut gérer. Je n'aime pas diagnostiquer quelqu'un ou vraiment rendre malade, mais vraiment comprendre les cycles de corps. Hein. Ouais. Merci. Nous, on finit toujours nos émissions par un hot topic. Du coup, c'est vraiment le thème qui, en ce moment, a piqué ton intérêt, le sujet qui vraiment te passionne, que ce soit dans ton domaine ou en dehors du domaine. Quel est ton hot topic dans la recherche actuellement? Merci beaucoup cette question parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment LLM, ChatGPT, Claude, ils rentrent dans ce domaine de qualité de vie. Et je peux dire que c'est super intéressant et je suis pas de protocole dans lequel j'étudie les valeurs vraiment ajoutées de l'utilisation de cette chatbot, cet agent dans notre vie quotidienne. Mais en général, je peux voir qu'il y a valeur ajoutée. Mais il y a aussi, ça peut avoir valeur ajoutée d'un point de vue d'information, d'explication, d'éducation. Mais imaginons ça commence à halluciner, ça peut avoir vraiment mauvais. Oui. Le résultat, ça peut être mauvais si on va lier, si on va s'appuyer sur la connaissance de cette chatbot. C'est à la fin, c'est la capacité de prendre la décision qui est mieux pour nous. Et il y a certaines capacités dans cette nouvelle technologie pour nous donner pas mal des idées. On peut demander 5 idées pour faire ça, ça, ça. On peut avoir tellement des idées qui n'ont jamais pensé parce qu'on est oui. Parfois, on est dans notre boule. Parfois, on n'est pas assez éduqué. Et parfois, on est juste trop stressé. On n'a pas pensé. Et cette machine nous répond 5, 6, 10 choses comme ça. Dans une seconde, il est là. Et nous, on peut commencer à être curieux. C'est ça. C'est la curiosité. Mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas les études sur vraiment l'influence de cette nouvelle technologie sur qualité de vie, ça n'existe pas encore. Mais j'aime bien un jour travailler avec quelqu'un qui pourra chercher ça parce que ça va être super intéressant. Moi, je pense qu'il va leur ajouter pour le moment, il y a certains qui est positif, mais il y a certains qui est négatif, qui peut être ce qui rend les gens anxieux, mais aussi parfois c'est fake news, c'est vraiment ces données qui sont pas valides, ils sont pas correctes et ça peut influencer négativement les qualités de vie. Mais la direction, il est là, c'est juste il faut attendre, il faut récolter les données, il faut voir les résultats. Très bien, merci beaucoup alors d'avoir pris le temps de venir. C'était un plaisir de te recevoir dans la tête dans les données. Merci. Et on te souhaite tout le meilleur pour tes recherches futures. Et on se réjouit de voir les résultats, en tout cas. Oui, c'est clair. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, À au revoir. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain épisode. À bientôt!